Début 1945. Au large de la Norvège, un sous-marin britannique suit un U-boat allemand. Aucun autre navire à la surface. Une situation inédite se met en place. Sortez le périscope. Une bataille entre deux sous-marins immergés n'a encore jamais eu lieu. Le capitaine britannique fait face à un défi inédit. Le problème était nouveau. Ses instruments mécaniques ne lui étaient quasiment d'aucune utilité. Il devait tout calculer dans sa tête. Feu! Il leur faut un nouveau plan de bataille. À tribord toutes! Et inventer un nouveau genre de guerre sous-marine. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les armes sous-marines permettent aux soldats de combattre sous les flots. Avec ruse, force et ténacité, leurs ennemis contre-attaquent. Révolutionnaires, mais parfois primitives, ces batailles acharnées pourront changer le cours de la guerre. Leurs histoires sont légendaires. « 11 novembre 1944. Un sous-marin britannique, le HMS Venturer, vient de survivre à sa 8e patrouille de guerre en mer de Norvège. Sa mission top secret, approvisionner la résistance norvégienne qui combat l'occupation. Au cours de cette période, les Allemands ont déplacé 400 000 soldats dans ce minuscule pays. Et côté naval, une grande partie de la Kriegsmarine allemande est restée stationnée en eaux norvégiennes pendant toute cette période. En réponse à cela, des Norvégiens s'associent aux Alliés, auxquels ils fournissent des informations sur leurs occupants nazis. En échange, les Britanniques leur fournissent soutien, ravitaillement et argent, souvent livrés par sous-marin. Cette fois, le point de rendez-vous est fixé près de Narvik, dans le nord de la Norvège. Alors que le HMS Venturer fait route vers le nord, un membre d'équipage repère une forme par le périscope. Dans la nuit noire et la mer agitée, il aperçoit le kiosque d'un autre sous-marin. Il ne le sait pas encore, mais il vient de repérer le U-boat U-771. Appelez le capitaine. Le U-boat se déplace rapidement à la surface. Le U-771 a passé des semaines à combattre deux convois alliés lourdement armés en route vers l'Union soviétique. Les équipages ont été chanceux de s'en tirer vivants. Le sous-marin britannique n'a pas été détecté et ne se trouve qu'à quelques kilomètres. Il continue de se déplacer sous la surface. Le capitaine du sous-marin est le lieutenant James Landers. Il n'a que 25 ans et a rejoint la Royal Navy en tant que cadet en 1938 avant l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne. Il commande le HMS Venturer depuis 1 an et demi. Landers doit agir rapidement avant que le U-boat ne les repère. S'il repère votre périscope, la contre-attaque d'un autre sous-marin peut être terrible. Il faut donc battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Landers jette un coup d'œil par le périscope, puis demande la vitesse, la portée et la position de la cible. Vitesse et portée? Vitesse estimée 13 nœuds. Ils estiment que le U-boat se déplace à une vitesse de 13 nœuds. En avant toutes. Abaissez le périscope. Il ordonne au Venturer de se rapprocher du U-boat pendant qu'il fait ses calculs et qu'on prépare les torpilles. C'est certainement sa seule chance. Il ne peut pas la rater. Il a réfléchi à la meilleure façon de toucher sa cible. C'était de tirer avec les 4 tubes à la fois. Il lui restera toujours 4 autres torpilles, mais pas assez de temps pour recharger avant la riposte du U-boat. Il voulait être certain d'atteindre sa cible. Le Venturer se rapproche. Landers jette un dernier coup d'œil. Vitesse et portée? Le U-boat est dans la ligne de mire du Venturer. 1800 mètres. Les torpilleurs sont prêts et attendent l'ordre de Landers. Celui-ci ordonne le lancement de 4 torpilles. Feu! Les torpilles Mark 8 foncent vers le sous-marin allemand à plus de 80 km/h.
Elles embarquent chacune 365 kg d'un explosif, le Torpex. L'équipage du Venturer peut entendre l'explosion depuis l'intérieur du sous-marin. L'opérateur d'hydrophone n'entend plus les sons de l'hélice du U-boat. Plus rien n'indique la présence de l'U-771. Les sous-mariniers sont des gens très agressifs. Ils n'ont pas le choix. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour couler le sous-marin d'en face et essaient de ne pas penser qu'il pourrait leur arriver la même chose qu'à leur ennemi. Le Venturer devient l'un des rares sous-marins britanniques à avoir coulé un autre sous-marin. Launders recevra plus tard l'ordre du service distingué pour avoir coulé le U-771. De façon remarquable, toute l'attaque a eu lieu en 6 minutes à peine. Sa grande qualité de commandant de sous-marin était sa capacité à intégrer la situation très rapidement dans sa tête et de savoir attaquer de manière rapide et efficace. Il était très doué pour ça. Après l'attaque surprise, le Venturer reprend sa mission originelle en débarquant du ravitaillement sur la côte norvégienne. Le naufrage du U-771 résulte d'une pression croissante des Alliés depuis le jour J. Les Américains, les Britanniques et les Canadiens progressent en Europe de l'Ouest. L'armée rouge gagne du terrain en Europe de l'Est et se prépare à entrer en Prusse orientale. Pour endiguer cette vague, Hitler fait appel à l'amiral Dönitz et sa flotte de U-boats. L'Allemagne nazie veut partager sa technologie militaire expérimentale avec le Japon, l'autre puissance de l'Axe. Il dispose d'armes appelées Wunderwaffen. Les Wunderwaffen, ce sont les armes miraculeuses. Et plus la guerre dure, plus elles deviennent un outil important pour la propagande allemande pour Goebbels. Les Wunderwaffen, comme les bombes V1 et les missiles V2, ont été utilisés contre les Britanniques, en particulier après le débarquement, et ont fait plus de 30 000 victimes. Les Allemands étaient très innovants en matière de progrès technologique, mais ils étaient incapables de produire ces armes à grande échelle, contrairement aux Alliés. Et il y a un autre problème. Ce sont deux pays relativement petits, et ils étaient isolés par la sphère d'influence ou sphère de pouvoir des Alliés, que ce soit les Britanniques, les Américains ou les Soviétiques. Il était donc très difficile pour eux d'échanger des idées, des plans et aussi d'échanger des technologies. Les navires de surface transportant du matériel de guerre vers le Japon sont régulièrement coulés. Seule option restante, utiliser des sous-marins. Le U-boat U-864 est choisi pour transporter la technologie Wunderwaffen, y compris des pièces et des plans destinés au Messerschmitt Me-163 Comet, un avion intercepteur expérimental à propulsion par fusée, et au Messerschmitt Me-262 Schwalbe, le premier avion de chasse doté de moteurs à réaction. Au cours d'une mission, nom de code Opération César, ils transportent également des scientifiques de haut rang et 2 experts japonais qui rentrent au Japon en sous-marin. Leurs connaissances directes seront déterminantes pour la production à grande échelle de Wunderwaffen. Ils espèrent que la combinaison de la main-d'œuvre japonaise et de la science allemande renversera le sort de la guerre dans le Pacifique en faveur du Japon et contraindra les Alliés à envoyer plus de troupes vers l'Extrême-Orient, les retirant ainsi d'Europe et ouvrant la voie à une renaissance des nazis. Le U-864 est un sous-marin flambant neuf. Son commandant, Ralph Reimar Wolfram, effectue des exercices et des essais en mer depuis le mois d'octobre. Avec seulement 3 patrouilles à son actif, Wolfram est malgré tout considéré comme un officier chevronné. Après 1943, beaucoup d'officiers expérimentés étaient morts au combat. Et beaucoup de jeunes commandants de U-boats sont morts trop jeunes pour acquérir l'expérience nécessaire. Beaucoup de U-boats ont été coulés au cours de leur première patrouille. Wolfram, officier expérimenté, était un cas assez rare. Il comptait parmi les plus âgés, ceux qui avaient de l'expérience.
Il quitte Kiel et l'Allemagne en décembre. L'équipage n'avait aucune expérience à bord de ce navire. C'était leur première patrouille et aussi leur première vraie difficulté. Le U-boat voyage à plein, chargé de 27 torpilles et autres armes défensives. Leur voyage de 6 mois contournera les îles britanniques par le nord, puis la pointe sud du continent africain. Ils emprunteront l'océan Indien et rejoindront une base de sous-marins en Malaisie. Ils font escale en Norvège occupée pour faire le plein de carburant et embarquer des provisions supplémentaires. Des sous-marins et des avions alliés patrouillent les eaux entre la côte norvégienne et le Royaume-Uni. Ils vont devoir se faufiler pour pouvoir gagner l'Atlantique. Le U-864 embarque certaines des dernières technologies en matière de U-boat, y compris un nouvel appareil, le tube d'air. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, tous les sous-marins doivent remonter à la surface pour recharger leurs batteries avant de pouvoir plonger et rester sous l'eau. Mais le voyage en surface est dangereux, surtout de jour. Droit devant! Lorsque le tuba est hissé, seule une petite pièce dépasse hors de l'eau et le plus gros du U-boat peut rester caché. Ça permettait au U-boat, sous l'eau, d'utiliser son moteur diesel pour recharger ses batteries, tout en puisant, grâce au tuba, l'air nécessaire à la respiration de l'équipage. Mais le U-864 ne va pas bien loin. Il y a un problème avec le tube d'air. Quand Wolfram signale le problème, le commandement des U-boats décide de ne pas prendre de risque. Ils ordonnent au U-864 de se rendre dans un port voisin pour inspection. On vire de bord. On vire de bord. Mais alors que le U-boat vire de bord, il s'arrête brutalement. Le sous-marin s'échoue dans des eaux peu profondes. Les problèmes de Wolfram vont de mal en pis. Les roches abruptes des fjords norvégiens pourraient vite endommager sa coque. Le sort de l'opération César et de son U-boat sont compromis. Décembre 1944. Le U-boat nazi U-864 rencontre des problèmes au large des côtes norvégiennes. En route pour le Japon avec des plans et des pièces d'armes secrètes, le sous-marin s'est échoué. La navigation est très compliquée dans les fjords norvégiens. C'est très étroit. Il y a des hauts fonds et beaucoup de rochers et de récifs non répertoriés. Et la navigation y est toujours très complexe, aujourd'hui encore. Wolfram ordonne immédiatement à l'équipage de contrôler l'état du sous-marin. Il lui confirme que l'intérieur de la coque n'a pas été endommagé. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de vérifier l'état de la coque. C'est bon, il n'y a pas de dégâts. Wolfram, le commandant du sous-marin, a de la chance. Le U-864 transporte une cargaison dangereuse, cachée dans sa quille, 67 tonnes de mercure. Le mercure est un ingrédient clé dans la production d'armes, souvent utilisé comme détonateur pour déclencher des explosifs. Il est aussi très dense. Chacun des 1857 flacons embarqués contient environ 2,5 litres de mercure liquide et pèse près de 30 kg. Ces flacons remplacent les lestes de plomb habituellement embarquées dans la quille des sous-marins. Heureusement pour l'équipage, leur cargaison mortelle est intacte. Wolfram ne peut pas se permettre une autre erreur. Il demande à un pilote de port, le capitaine d'un navire local, de les guider jusqu'au port. Mais ce sous-marin censé être en mission secrète commence à attirer l'attention. Au Royaume-Uni, l'espionnage britannique dispose d'informations après avoir intercepté et décodé des messages allemands,
et sait que l'Allemagne envoie des Wunderwaffen au Japon. C'était forcément par sous-marin. Mais lequel? Mais le décodage prend du temps et les informations sur les déplacements allemands n'arrivent pas toujours à temps. L'océan est vaste, et même avec un bon espionnage, il est très difficile d'y trouver quelque chose. Le trajet des navires dépend de leurs capitaines qui font parfois des ajustements pour accomplir leur mission en toute sécurité. L'équipage allemand confirme l'intégrité structurelle de la coque du U-864. Et le U-boat se dirige ensuite vers Bergen, toujours en Norvège, pour y réparer le tube d'air. À chaque nouvel arrêt, le nombre de personnes en contact avec le U-boat augmente. Ce genre de renseignement s'est avéré crucial pour les Alliés par le passé. Ils sont partagés en secret par le puissant mouvement de résistance qui opère en Norvège depuis le début de la guerre. Lorsque la guerre a éclaté en avril 1940 en Norvège, avec l'invasion nazie, il y a eu 2 mois de combat. En juin, plutôt que de capituler, le roi de Norvège et les principaux ministres fuient vers l'Angleterre et mettent en place un gouvernement en exil. C'est ainsi qu'a commencé la coopération avec les Britanniques sur le sol britannique. Ils amènent avec eux ce qui reste de leur marine et de leurs combattants et établissent un lien avec le mouvement de résistance sur le sol norvégien, chargé d'espionner et de transmettre des informations. Les informations les plus fréquentes consistaient à indiquer que tel U-boat avait été repéré dans tel port, qu'il arborait tel étendard, etc. Mais on leur demandait également de rapporter tout mouvement naval en cours et d'être tenus au courant des positions des navires. Ça avait énormément d'importance. En retour, les renseignements britanniques fournissent financement, formation et équipement. Au moment de l'accident du U-864, 2 hommes japonais sont repérés en Norvège et l'information est transmise. Les rapports sur le vif, sur les mouvements des sous-marins, pouvaient être transmis assez rapidement. Si l'information circulait que le U-864 se trouve à Bergen, tout pourrait basculer. Depuis 1945, les armées alliées ont repris la France. Et c'est à Bergen que les U-boats ont été rassemblés. Cette information de la résistance norvégienne pourrait donner aux Alliés l'occasion d'empêcher les experts techniciens et les pièces d'armement d'atteindre le Japon. Le service bombardement stratégique de la RAF a décidé d'attaquer le U-boat à Bergen. Le 12 janvier, 32 bombardiers Avro Lancaster s'élancent vers la Norvège. Ils embarquent des bombes Tallboy, longues de 6 mètres et renfermant 2400 kg de l'explosif Torpex. Les Tallboy explosent après avoir traversé les blindages, les tunnels et même le béton. Elles sont parfaites pour attaquer des structures telles que des hangars de U-boat fortement renforcés. Au milieu d'un combat acharné contre la Luftwaffe allemande, un Lancaster lâche une Tallboy à proximité de la cible. Il faudra des jours pour savoir si l'attaque a été un succès. Les rapports proviennent de différentes sources. Les renseignements alliés doivent les rassembler. Les Britanniques pouvaient apprendre le succès de l'attaque en interceptant des messages allemands, mais aussi grâce aux renseignements humains des agents de la résistance norvégienne. Les nouvelles sont mauvaises. Les Alliés ont appris qu'ils avaient bien touché le hangar des U-boats, mais n'avaient fait que très peu de dégâts. Assez tout de même pour retarder un peu plus le départ du U-864. On peut se sentir un peu désolé pour les Japonais à bord du U-boat. Ils quittaient une puissance vaincue pour rentrer dans leur pays qui s'apprêtait à subir le même sort. Mais la technologie transportée par ce sous-marin permettrait peut-être au Japon de s'en sortir. Malgré ce revers, les Alliés pensent avoir suffisamment d'informations pour stopper le transport de la technologie militaire allemande vers le front Pacifique.
Vers la fin de la guerre, il fallait arrêter le commerce et la technologie entre l'Allemagne et le Japon. On ne pouvait pas prendre le risque qu'ils développent de nouvelles armes pour continuer la guerre. Plutôt que de cibler de nouveau les hangars de U-Boat, ils attendront que le U-864 soit plus exposé et mèneront l'attaque par le biais d'un sous-marin. La 9e flottille de sous-marins britanniques a pour base le HMS Ambrose en Écosse. Les sous-marins de la 9e flottille harcèlent les navires allemands en mer du Nord depuis 1940. Le 2 février 1945, le HMS Venturer quitte Lerwick, dans les îles Shetland, pour sa 11e patrouille de guerre. Le Venturer est un sous-marin britannique de classe V, pour Vampire. Vampire semblait un bon surnom pour un navire qui ferait couler le sang de son ennemi. Les classes V ne sont pas les plus rapides des sous-marins. En surface, ils n'avancent qu'à 15 nœuds. Cependant, longs d'à peine 62 mètres, leur taille compacte en fait les navires idéaux pour patrouiller dans les fjords norvégiens. Le Venturer est toujours commandé par le lieutenant James Launders. Jimmy Launders avait une très bonne réputation dans le service des sous-marins. Il était très intelligent, très efficace et surtout il avait la confiance totale de son équipage. Il prévoit d'agir à l'entrée sud de la ville de Bergen. Il patrouille en ces eaux pour intercepter les navires allemands à leur retour à la base. Les équipages de U-Boat, fatigués après de longues patrouilles, pourraient bien baisser la garde en pensant aux vêtements propres, à la nourriture fraîche et aux lits confortables qui les attendent au port. Launders avait bien conscience que c'est au retour de patrouille que les sous-marins sont les plus vulnérables et qu'ils deviennent donc des cibles plus faciles. Mais en atteignant la zone de patrouille, le Venturer reçoit un message codé du quartier général. On ordonne à Launders d'aller plutôt patrouiller au large de Fedge. Le Venturer devra tenter d'intercepter des U-Boats aux équipages plus alertes à leur départ de Bergen en direction du Grand Large. En recevant l'ordre de se dérouter vers Fedge, Launders se retrouvait sur le chemin du U-864. 8 février 1945. Le U-Boat allemand U-864 quitte son hangar de Bergen en Norvège après y avoir été réparé. Il se dirige vers le nord-ouest, vers un chenal en eau profonde qui mène à l'océan. De là, il pourra poursuivre sa mission, livrer au Japon une technologie allemande top secret. Ralph Reimar Wolfram, commandant du U-Boat, ne sait pas que le Venturer, sous-marin britannique, a reçu l'ordre de patrouiller dans la zone. Mais le lieutenant James Launders de la Royal Navy ne sait pas précisément ce qu'il recherche. Les ordres ne font aucune mention du U-864. Les renseignements généraux lui avaient juste indiqué qu'un sous-marin faisait mouvement. On attend des sous-mariniers qu'ils fassent preuve d'initiative. On les envoie sur zone et c'est à eux de trouver leur cible. Après le retour au port de l'escorte du U-Boat, Wolfram fait passer des tests d'aptitude à son équipage. Leur voyage ne fait que commencer, mais ils doivent être sur leur garde. Il sait que la zone est régulièrement infiltrée par des avions et des navires britanniques. Tout le monde est prêt. Il ordonne au U-864 de plonger. Ils mettent le cap sur les îles Shetland, 100 000 marins au nord de l'Écosse. Mais rapidement, un nouveau problème se présente. L'un des moteurs diesel du U-864 dysfonctionne. Pour Wolfram, ça a été une série de malchances quasiment impensables. Après avoir enfin repris la mer, il a eu de nouveaux problèmes techniques. Un moteur qui faisait des bruits étranges. Probablement un piston cassé ou quelque chose dans le genre. Les bruits sont si forts qu'ils pourraient être détectés par des navires ennemis à des kilomètres à la ronde.
Pour le U-boat qui tentait de se faufiler dans des eaux infestées par l'ennemi, le silence était de la plus haute importance. J'ai entendu quelque chose. Et ces bruits compliquent également l'écoute des sons produits par les navires alentours. On remonte. On remonte. Wolfram remonte à la surface pour contacter le quartier général des U-boats. Mais il sait déjà ce qu'ils vont lui dire. Ils ordonnent au U-864 de rentrer à Bergen. Mais des navires alliés patrouillent dans la zone. Il ne peut pas rentrer seul. Ils envoient une escorte à sa rencontre. Wolfram, dépité, ordonne de descendre à profondeur de périscope en l'attendant. Plongez à hauteur. Les dysfonctionnements du moteur sont un gros problème pour le U-boat. Mais pour le sous-marin britannique HMS Venturer, la donne change également. Avec l'arrivée d'une escorte, le danger augmentait considérablement pour Landers. Les risques de voir son périscope repéré également. Il pouvait perdre sa cible, laisser passer sa chance, voire même être attaqué et couler lui-même. Si le Venturer rate cette opportunité, les Alliés devront tout recommencer à zéro. Et la prochaine fois, ils ne seront peut-être pas informés du départ du U-boat. Ils approfondissent leurs recherches. Au matin du 9 février, l'opérateur hydrophone du Venturer détecte un son faible. Le son capté pouvait bien être un bateau de pêche et son moteur diesel bruyant. Mais quand bien même, ça pouvait aussi être un chalutier allemand armé. Il fallait essayer de le trouver. Le lieutenant Chalmers, officier de quart, entame une recherche méthodique pour localiser la source du son. Il veille à ne hisser le périscope que pour de courtes périodes. Quand votre périscope est hissé, vous révélez votre position. Il faut le hisser très peu de temps et le faire dépasser aussi peu que possible au-dessus du niveau de l'eau. Abaissez le périscope. C'est votre meilleur outil qui peut devenir votre pire ennemi. Plus d'une heure plus tard, Chalmers repère quelque chose au nord. Appelez le capitaine. En regardant par le minuscule objectif, il parvient à distinguer un fin mât, à près de 3000 de distance, sur fond d'océan en mouvement. Chalmers en informe Landers, qui ordonne à l'équipage de se placer au poste de combat. Tous au poste de combat. Tous les compartiments au rapport. Comme lors du contact avec le U-771, le Venturer a repéré le sous-marin ennemi le premier. Mais cette rencontre sera complètement différente. L'attaque antérieure menée par Landers était une attaque classique. Sous-marin immergé contre sous-marin en surface. Ça date de la Première Guerre mondiale. Mais cette fois-ci, la situation est inédite. Le Venturer et le U-864 sont tous deux immergés et pratiquement invisibles l'un pour l'autre. Comme Landers ne pouvait pas voir le sous-marin, il ne voyait que son périscope, il n'avait que des indications sur l'endroit où il se trouvait. Le périscope est leur seul point de référence visuel. C'est une petite cible. Ils ne savent pas comment le sous-marin est orienté par rapport au périscope. Lors d'une attaque sur un sous-marin en surface, c'est beaucoup plus simple. Là, c'était bien plus sophistiqué. C'est de la guerre navale de la fin du XXe siècle. Sortez le périscope. Dans la salle de contrôle, Landers regarde à travers le périscope et demande un rapport. On l'informe que la vitesse du U-boat est inconnue, sa distance incertaine. On l'estimera plus tard à environ 3000. Landers ne mènera pas la même attaque éclair que contre le U-771. Il a besoin de plus d'informations sur la vitesse et le cap du sous-marin. Il exclut l'utilisation du sonar actif, qui nécessite l'envoi de sons pour recueillir plus d'informations sur l'emplacement et la distance du sous-marin ennemi. Abaissez le périscope. Le sonar actif vous fournit une bonne position de votre ennemi. Mais cela signifie aussi que l'ennemi sait que vous êtes là. On doit donc utiliser son sonar de manière passive. Utiliser les hydrophones, comme on les appelle parfois, pour écouter l'ennemi. Landers ordonne ensuite au Venturer de se placer derrière le U-boat et de suivre un cap parallèle au sien à une vitesse constante de 6 km/h. Sur la base de cette vitesse, et en enregistrant sa trajectoire, ils peuvent en déduire des informations sur l'autre sous-marin. S'il ne changeait pas de cap et allait à une vitesse constante, alors ce n'était plus une variable.
Lounders risque un nouveau coup d'œil par le périscope. Il est surpris de constater que celui du U-boat est toujours hissé. Lounders a même l'impression que le U-boat utilise à la fois ses périscopes d'attaque et de recherche. Lounders n'en revenait pas d'avoir cette chance. Un sous-marin allemand qui lui disait « Coucou, je suis là ». C'est à se demander ce qui se passait vraiment. Je pense que le commandant du sous-marin allemand était extrêmement inquiet et qu'il attendait désespérément de recevoir du soutien. Pour un U-boat, la procédure standard aurait été de rester immergé pour ne pas être repéré en regardant de temps en temps par le périscope si l'escorte était arrivée. Il pourrait ensuite entrer en contact et rentrer au port. Le HMS Venturer continue d'avancer à 6 km/h. Le sous-marin britannique se rapproche du U-boat. Il n'est plus qu'à environ 1800 mètres. Mais alors que Lounders l'observe, le U-boat vire soudainement vers l'ouest. Lounders en déduit que l'équipage du U-864 a repéré la présence du sous-marin britannique et prépare peut-être sa propre attaque. C'était une situation tout à fait unique. Deux sous-marins immergés et maintenant ce jeu de chasse qui commençait. Je pense que pour les deux commandants, cette situation échappait complètement à l'ordinaire. C'était quelque chose de totalement inédit. 9 février 1945. Le sous-marin britannique HMS Venturer poursuit le U-boat allemand U-864 au large de la Norvège. Le moteur bruyant du U-boat est doublement dangereux. Non seulement il pouvait être entendu très facilement par les navires ennemis, mais il perdait aussi de sa capacité à détecter d'autres navires. Parce que ses hydrophones étaient obstrués par le bruit de son propre moteur. Malgré le bruit du moteur à bord, les hydrophones du U-864 semblent enfin capter quelque chose. Le HMS Venturer se rapproche. J'entends des signaux. Wolfram, le commandant du U-boat, semble se rendre compte qu'il est poursuivi par un sous-marin ennemi. Ok, on lance la méthode d'évitement. Il a donc appliqué la méthode standard d'évitement d'une attaque à la torpille, qui est également utilisée par les navires de surface. Il s'est mis à zigzaguer pour changer sa trajectoire de façon aléatoire dans l'éventualité d'une attaque à la torpille. La manœuvre fonctionne. Sa trajectoire en zigzag complique un lancer de torpille pour le sous-marin britannique. Lounders ne compte qu'un nombre limité de torpilles. Il ne peut pas prendre le risque de rater un tir. Pour atteindre le U-boat, Lounders doit prédire la trajectoire de son zigzag. Abaissez le périscope. Il serait très risqué d'attendre. Lounders sait que les torpilles arrière du U-boat sont orientées dans leur direction. À chaque fois qu'ils tournent, le Venturer se trouve directement sur leur trajectoire. Mais le Venturer continue de traquer le U-boat, espérant qu'il fera surface et qu'une fenêtre de tir se dégagera. Chose qui ne se produit pas. Lounders avait une bonne connaissance des modes opératoires standards des Allemands dans cette zone. Il savait aussi que le U-boat se donnait peut-être une chance de s'échapper. Il était donc assez urgent de passer à l'attaque. Lounders doit agir. Ils sont à proximité d'un chenal, et si le U-boat l'atteint, il risquerait fort de le perdre. Lounders doit tirer sur le U-boat sans contact visuel. Il n'a encore jamais fait une chose pareille. Le grand problème pour n'importe quel commandant de sous-marin face à n'importe quelle cible est d'anticiper où la cible se trouvera au moment où les torpilles arriveront. Et ça peut être assez longtemps après le lancer de la torpille. Lounders sait que la traque de ce sous-marin est plus complexe que celle de ses cibles habituelles. Lorsque les navires sont à la surface, ils se déplacent vers l'avant ou vers l'arrière, vers la gauche ou vers la droite, sur un plan bidimensionnel.
un sous-marin immergé ajoute une troisième dimension au calcul, la profondeur. Cette cible se déplace sur 3 dimensions, et il faut donc réfléchir très attentivement à la profondeur à laquelle vous allez tirer, en plus de la direction. C'est assez risqué. Le sort ne joue pas en faveur de Lounders. Il sait que les torpilles britanniques Mark 8 sont très bruyantes sous l'eau une fois tirées. Si l'équipage du U-boat les entend, ils auront le temps de faire demi-tour ou de plonger plus profond pour esquiver les ogives. Lounders a une idée. Risquée, mais il n'a pas d'autre option. Quelques minutes plus tard, le U-864 vire à tribord. Lounders va pouvoir mettre son plan à exécution. Sortez le périscope. Bâbord, 15 degrés. Son succès et sa survie dépendent de la précision de ses prédictions sur le comportement du sous-marin allemand. Feu. « 9 février 1945. En mer du Nord, environ 2000 à l'ouest de l'île norvégienne de Fedje, 2 sous-marins sont prêts pour ce qui pourrait être le premier duel de sous-marins immergés au monde. À bord du U-boat allemand U-864, Ralph Rainer Wolfram ordonne une série de virages pour contrecarrer une attaque de torpilles. Le lieutenant James Lounders, commandant du sous-marin britannique, fait des calculs pour couler le U-boat immergé. S'il parvient à déterminer quand le U-boat va virer de bord, il pourra décider d'une trajectoire de torpille qui viendra croiser la position où il prévoit que le sous-marin ennemi se trouvera. Lounders pensait avec son instinct de sous-marinier qu'un commandant de sous-marin qui entend des torpilles va réagir en plongeant. Il a donc décidé d'envoyer au moins une de ces torpilles, sinon plus, sous la position où il pensait que le U-boat se trouvait déjà. Le U-boat plongerait alors vers la torpille. Quand le sous-marin vire à tribord, Lounders lance un compte à rebours de 2 minutes. Sortez le périscope. Il demande à ses hommes de se préparer à tirer une volée de 4 torpilles. Son plan est d'agir à plusieurs profondeurs pour créer un motif de tir tridimensionnel. Il donne l'ordre. Feu. La première torpille surgit hors du sous-marin. Tribord toutes! Wolfram donne l'ordre de l'éviter à tribord toutes et vers le bas. Feu. Les deuxième et troisième torpilles foncent vers le U-boat. Il ne reste qu'une seule torpille. Feu. Et Wolfram est déjà descendu en profondeur. La dernière torpille fonce dans l'eau et percute le U-boat sur le flanc. L'afflux d'eau dans le sous-marin est si rapide que la section médiane du U-boat devient quasi immédiatement plus lourde que la proue et la poupe. Le sous-marin se brise et sombre au fond de la mer. À bord du Venturer, Lounders ne sait pas vraiment qui il vient de couler. Il savait qu'il avait coulé une grosse cible qui semblait transporter beaucoup de choses qui remontaient à la surface. Il pouvait bien s'agir d'une vache laitière, comme on surnommait les sous-marins d'approvisionnement. L'équipage du Venturer n'a pas conscience de l'importance que revêtait leur mission. Ce n'est qu'après l'attaque que les Britanniques ont appris qu'ils avaient coulé le U-864 et sa cargaison secrète. Parmi elles,
les flacons de mercure d'une valeur de 5 millions de dollars qui reposent désormais sur les fonds marins. Mais le naufrage du U-864 n'interrompt pas les efforts de l'Axe. En mars 1945, l'Allemagne tente d'envoyer au Japon un nouveau U-boat chargé de sa technologie guerrière. Mais au cours de son voyage, les événements changent brusquement. Les Soviétiques lancent leur offensive finale pour prendre Berlin. Hitler se suicide. En mai, le chef d'état-major du haut commandement allemand présente sa reddition inconditionnelle aux Alliés. 2 jours plus tard, le U-234 reçoit un dernier message du gros amiral Dönitz qui annonce à son sous-marin que la guerre est perdue. La cargaison du U-234 était encore plus inquiétante. Une demi-tonne d'oxyde d'uranium sera découverte à bord lorsqu'il se rendra. Les Wunderwaffen, ou armes miraculeuses, ne seront jamais créées. Le Japon continue d'affronter les Alliés seuls dans le Pacifique. En 2003, l'épave du U-864 est localisée à moins de 2 milles et demi au large de la côte norvégienne, à environ 150 mètres de profondeur. Sa cargaison a contaminé les fonds marins. La dangereuse combinaison de mercure et d'explosifs des armes embarquées rend la récupération risquée. Le gouvernement norvégien travaille toujours à la gestion des risques. Le naufrage du U-864 est le seul cas de sous-marin ayant abattu un autre sous-marin sous l'eau de toute la Seconde Guerre mondiale. Dans la Royal Navy, au cours des années qui suivent la guerre, l'Onders est devenu une légende pour avoir réussi un coup aussi remarquable. Le naufrage du U-864 est un jalon important dans la guerre sous-marine. Le sous-marin devient, entre autres, un système de défense anti-sous-marin. Après la guerre, les opérations anti-sous-marines sont devenues la tâche principale de la force sous-marine britannique et de la plupart des forces sous-marines mondiales. Ça a été une opération pionnière. Le HMS Venturer a ouvert un tout nouveau chapitre dans l'histoire du combat sous-marin et de la guerre navale au sens large.